Bonjour Aude. Bonjour. Aujourd'hui, suite au questionnement des 3 premières émissions, nos auditeurs nous ont interpellés. Vous allez y répondre à ces quelques questions. La première, on comprend bien en théorie que priver un enfant de son père n'est pas idéal. Mais il paraît que les enfants le supportent bien et on cite des études, je dis bien des études, qui montreraient que les enfants élevés par les couples de femmes vont très bien. Alors, les fameuses études, en effet, selon lesquelles les enfants qui sont dans des situations familiales sans père, élevés par des femmes, par une femme, finalement se porteraient aussi bien que les autres. Alors, le comité d'éthique a épluché ces études et il en a déduit qu'elles n'étaient pas scientifiques. Elles sont pratiquées sur des échantillons de population trop faibles, sur la base du volontariat, ça s'adresse aux adultes, d'enfants petits, enfin, il y a une série de faiblesses méthodologiques qui font qu'on ne peut pas on leur apporter plus de crédit que ça. Par ailleurs, le député Touraine, dans son rapport pour la mission parlementaire, cite encore des études. Donc avec mon association Juristes pour l'enfance, nous avons écrit à monsieur le député pour lui demander d'avoir la gentillesse de nous fournir les études en question. Nous n'avons jamais reçu de réponse. Et d'ailleurs, le même député Jean-Louis Touraine, dans son rapport, il préconise un suivi systématique des enfants issus des PMA à venir par un pédopsychiatre. Alors je pose la question, si ces situations sont sans risque pour les enfants, pourquoi faut-il prévoir un suivi systématique par des pédopsychiatres? C'est bien l'aveu que ces situations sont objectivement problématiques, que l'absence de père est objectivement une situation compliquée pour les enfants. Mais peu importe finalement, parce que imaginons que des études très sérieuses révèlent dans l'avenir qu'il n'y a aucune difficulté particulière identifiée pour les enfants qui sont dans ces situations-là. Mais tant mieux, réjouissons-nous. Qui souhaite la moindre difficulté à qui que ce soit et certainement pas aux enfants? On peut être sceptique parce que l'expérience de chacun alerte au contraire sur les difficultés à venir pour les enfants. Mais imaginons que les enfants soient capables de surmonter les difficultés en question et de s'adapter. Et alors? Et en quoi est-ce que ça justifierait que la loi les prive délibérément de leur père et concrètement leur ferme l'action en recherche de paternité, leur interdise d'aller rechercher leur filiation paternelle? C'est-à-dire que le fait qu'un enfant puisse supporter une difficulté ne justifie pas de provoquer délibérément cette difficulté. Imaginons que des études très sérieuses révèlent que les personnes auxquelles il manque un bras vont aussi bien que les autres. Alors on imagine taux d'emploi équivalent, stabilité familiale dans la norme, pas plus de dépression, pas plus de chômage, pas plus d'addiction, tout pareil. Alors, est-ce qu'on pourrait en déduire qu'on pourrait délibérément priver quelqu'un de bras pour satisfaire un désir? Bien sûr que non. Donc, si les enfants peuvent supporter l'absence de père, c'est tant mieux et on leur souhaite bien sûr de pouvoir réussir leur vie malgré les conditions difficiles qui sont celles de certains, mais ça ne justifie pas du tout que la loi se charge d'organiser cette difficulté. Alors, concernant ces femmes qui choisissent d'avoir un enfant sans père, c'est peut-être pas judicieux. Mais cela relève-t-il pas de leur vie privée, quelque part? Alors, il faut reconnaître qu'en matière de procréation, les gens prennent des décisions qui sont plus ou moins heureuses et qui relèvent de leur vie privée. Avoir un enfant, ne pas en avoir, avec qui, quand, comment, etc. Ça, c'est sûr. Mais à partir du moment où la loi est sollicitée, donc où la société est sollicitée, ce qui est le cas, pour fournir un donneur, une prestation d'insémination, et surtout pour écrire dans le code civil que l'enfant n'a pas le droit de rechercher la paternité de son géniteur. À partir du moment où la société, par l'intermédiaire de sa loi, est sollicitée, alors on n'est plus dans le cadre de la vie privée des gens. Cette fois-ci, on est dans le cadre de la responsabilité du législateur, qui est de peser les demandes à l'aune du respect des droits de tous et de faire son boulot, si je puis dire, qui est d'assurer le respect des droits de tous, y compris des enfants. Et ce que je dis du législateur, c'est vrai pour chacun d'entre nous. Il faut reconnaître que la décision de ma voisine d'avoir un enfant ou pas ne me regarde pas et j'irai certainement pas lui demander mon avis si elle me le demande pas. En revanche, à partir du moment où la loi est sollicitée, encore une fois, en tant que citoyenne de la République française, je suis sollicitée, nous sommes sollicités parce que la loi, c'est l'affaire de tous. Si on se permet de parfois de porter des regards très critiques sur d'autres époques qui ont pu tolérer telle ou telle législation qui nous paraît aujourd'hui absolument inique et injuste, eh bien c'est pas pour nous laver les mains aujourd'hui en disant je suis pas député, ça me concerne pas. Je suis citoyen, à moi de prendre la parole, d'écrire à mon député et de faire ce qui est à ma portée pour que la loi soit le plus juste possible.
Alors, nous avons une autre question. La PMA pour tous, n'est-ce pas une question d'égalité? Alors, la réponse est non. Et c'est pas moi qui le dis. Le Conseil constitutionnel, la Cour européenne des droits de l'homme, le Conseil d'État l'ont déjà dit et martelé. Le Conseil d'État l'a redit de façon explicite en septembre 2018, donc il y a un an. La loi française qui réserve l'assistance médicale à la procréation au cas d'infertilité pathologique, donc qui concerne des couples hommes-femmes infertiles, n'est pas discriminatoire. Pourquoi ? Parce que l'égalité ne suppose pas de traiter tout le monde de la même manière. Elle suppose seulement de traiter de la même manière ceux qui sont dans les mêmes situations ou des situations équivalentes. Parfois, peut-être que les auditeurs se disent c'est un petit peu compliqué. Moi, aux étudiants, je leur dis attendez que je rende un paquet de copies, vous allez très vite comprendre. Si tout le monde a la même note, vous voyez bien que c'est pas ça la justice, hein, c'est pas ça l'égalité. L'égalité, donc la même règle s'applique aux personnes qui sont dans la même situation ou des situations équivalentes. Et au regard de la procréation, eh bien, une femme seule ou un couple de femmes ne sont pas dans une situation équivalente à celle d'un couple homme-femme infertile, parce que les uns ne peuvent pas procréer pour une raison subjective, pathologique, une question un problème médical, alors que les autres ne peuvent pas procréer pour un problème objectif qui ne concerne pas la médecine. Donc il n'y a pas d'inégalité, et la meilleure, c'est que sous prétexte de réparer une inégalité qui n'existe pas, hein, donc entre les femmes seules et les couples de femmes et les couples hommes-femmes, on s'apprête tranquillement à instaurer une inégalité bien réelle, celle-là entre les enfants, puisque certains auraient le droit de rechercher leur père en exerçant l'action en recherche de paternité. C'est pas une obligation, ils le font s'ils veulent, mais ils ont ce droit. Et que d'autres enfants seraient privés de ce droit, puisque la loi interdit à l'enfant issu d'un donneur de rechercher la paternité de ce dernier. Donc, quand on parle d'égalité, on oublie l'enfant. Exactement. On parle déjà d'une égalité, d'une égalité hors sol, hein, finalement, qui n'existe pas, parce que il s'agit de considérer que les différences naturelles seraient source de discrimination. Hein. Mais d'ailleurs, on comprend bien que si une femme seule ou un couple de femmes est discriminé parce qu'elles ne peuvent pas engendrer d'enfants seuls par rapport à un couple homme-femme, dans ces cas-là, les hommes qui ne peuvent pas porter les enfants, eux aussi sont discriminés. Hein. Et c'est là qu'on voit que cette notion erronée de l'égalité conduit tout droit à la gestation pour autrui, parce que les hommes qui présentent une différence naturelle avec les femmes peuvent également revendiquer une pseudo-discrimination. Et qui va encore subir les pots cassés, hein, ce seront les enfants qui sont privés tantôt de père, tantôt de mère, en fonction du désir ou du projet qu'ils sont censés réaliser. Alors, devant un tel projet, que faire, comment agir? Nous le verrons demain. Bonne soirée. À demain.